ça marche pas. Je voudrais parler aujourd'hui de certaines mésaventures qui peuvent arriver à des astrologues qui sont victimes d'une trop grande richesse du modèle astrologique. La richesse parfois peut nuire. On sait en effet que les astrologues ont un modèle extrêmement diversifié. C'est un inconvénient parfois. André Barbeau, dans son ouvrage La crise mondiale de 1965, a été victime d'une certaine forme de vertige et d'un problème de conscience et d'un risque à courir. Il avait annoncé dès les années 50, en 53 et en 55 aussi, dans Défense et illustration de l'astrologie, il avait mis en avant l'année 1989 comme correspondant à une nouvelle conjonction au bout de 36 ans de Saturne et de Neptune. Neptune étant, je rappelle, une transsaturnienne. Bon. Et finalement, à la fin des années 50, Barbeau se retrouve dans un dilemme, devant un dilemme. J'essaie de me mettre à sa place, par une certaine forme d'empathie, et dire quel astrologue révisionnel n'a pas connu ce problème, en fait. Barbeau voit que l'URSS progresse, qu'elle gagne du terrain, notamment par rapport aux États-Unis, dans le domaine notamment du cosmos. À partir de 1961 notamment. Il y a les Spoutnik, il y a Gagarine, enfin bon. Et il y voit un symbole, un signe, que la cote, que l'étoile de l'URSS est en train de monter. Et que ce serait peut-être une erreur stratégique que de s'en tenir à 1989. Barbeau avait fait ce pronostic à la veille de la mort de Staline. Et donc, l'URSS n'était pas très bien parti et pouvait très bien reporter à 1989 de nouvelles échéances. Et puis l'histoire se précipite, accélère. En 1965, qui est le titre d'ailleurs de son ouvrage, La crise mondiale de 1965, il le montre sur son document, le trigone Saturne-Neptune et la conjonction Saturne-Uranus.
j'ouvrirai la page d'ailleurs pour voir, parce que c'est l'ensemble du document qu'il faut regarder. Alors, dans le système de Barbault, Neptune, ce sont les communistes, ce sont les Russes, c'est l'URSS, et Uranus, c'est les États-Unis. Et en 65, il y a une conjonction Uranus-Pluton. Uranus-Pluton. Qui pourrait être inquiétante pour les États-Unis. Et inversement, il y a ce trigone Saturne-Neptune qui pourrait être favorable à l'URSS. Barbault note aussi que la fin d'un plan quinquennal, qui a dû commencer en 60, aboutit en 65. Tout ça sont des facteurs qui polarisent sur l'année 65. Donc on est en 63 quand il écrit son livre, donc à 2 ans de la fin du plan quinquennal, et on voit que les choses s'accélèrent. Alors, le trigone, d'abord il y en a deux, il y en a plusieurs trigones, il y en a dans un cycle, il y en a moins deux. Celui qui précède, celui qui est après. Le trigone permet de gagner du temps, parce que s'il faut 36 ans pour que Saturne rejoigne Neptune une nouvelle fois, il ne faut que 12 ans pour qu'il y ait un trigone. Donc, voyez, alors on gagne 24 ans. Au lieu d'attendre 89, on arrive à 65. Et c'est exactement le calcul de Barbault. Donc les choses sont claires. Bon aspect de Saturne à Neptune, conjonction de Uranus à Pluton et opposition de Saturne en Poisson à la conjonction Uranus-Pluton. Le même Saturne qui est donc en trigone à Neptune. Donc Saturne distribue à Neptune un bon aspect et à Uranus-Pluton un mauvais aspect, et il est également en carré avec Jupiter, qui est également une planète plus ou moins favorable au capitalisme, etc. Donc, récapitulons, Barbault ne veut pas être dans une situation intenable, avec une échéance trop lointaine, qui ne lui permet pas de récupérer le bénéfice d'échéances plus proches. Alors le trigone, bah oui, le trigone. Oui. Alors le trigone, bon aspect, harmonique. D'accord? C'est la tradition. Nous faisons jouer la tradition. Mais laissons de côté André Barbault et élevons le débat. Tout astrologue est confronté à ce genre de situation. Car il y a toujours des configurations plus proches. Il y a un tel luxe de configuration que on peut donner une date à un certain moment, mais on peut très bien donner une date plus proche. C'est l'embarras du choix en astrologie. Alors, soit on s'en tient sagement à la date qu'on a annoncée au départ, mais si jamais on s'aperçoit
que les choses se précipitent, ben, il faut quand même bien prendre une mesure. Et à ce moment-là, on va remplacer, si on peut dire, l'échéance lointaine par une échéance plus proche. Et de préférence, une échéance, je dirais presque en quelque sorte, présente. Ce qui évite de faire des prévisions. Parce que c'est un peu ça le problème en fait. L'astrologue essaye toujours, si on peut dire, de remplacer le futur par le présent. Ou d'extrapoler un tout petit peu par rapport à un présent qu'on connaît et qui est porteur d'un futur proche, qui n'est jamais que la consécration, la confirmation du présent. Ça, c'est extrêmement confortable, évidemment. Et c'est ce qui va se passer. Car en 63, au moment où l'ouvrage s'écrit, je suppose, puisqu'il paraît en 64, il y a un présent qui est là. Il y a des choses qui sont passées dans le cosmos, qui sont des marqueurs, parce que pour un astrologue, le cosmos, c'est quand même pas rien. Il le dit lui-même. C'est un signe. Et donc, il faut être en prise avec ce présent. En prise avec cette URSS qui gagne, qui avance, qui progresse, et qui va dépasser, bien évidemment, Barbeau n'en doute pas, les États-Unis, et pas demain, enfin tout de suite, en 65. Dépasser, ça veut dire que le PIB, je ne sais pas, enfin bon, voilà, il va y avoir des résultats concluants dans ce sens. Malheureusement, cet avenir très proche pourtant, donc presque à portée de main, ben, il va décevoir. Et inversement, cet avenir lointain de 1989 va être un lot de consolation 24 ans plus tard. Un lot de consolation d'autant plus qu'entre-temps, Barbeau a plus ou moins fait une croix sur tout ça, et en 66, il prépare un autre livre qui va paraître en 67 chez Pauvert, Les Astres, les hommes et les astres et l'histoire. Et là, on n'est plus dans les conjonctions Saturne-Pluton, Saturne-Neptune, ou je sais pas quoi. Non. On est dans un bouquet mondial de planètes qui à certains moments, les conjonctions se multiplient et donc elles sont les unes près des autres. Parce que pour que les choses se multiplient, il faut qu'il y ait une proximité. Donc, multiplication des conjonctions, donc, et ça va créer une sorte de pesée sur un point du zodiaque, de déséquilibre, et donc guerre mondiale, comme en 40, comme en 14. Et son schéma le dit clairement. Là, on est passé à un schéma, parce que Barbeau aime bien les schémas. Et donc, en 67, il annonce une prochaine guerre mondiale avec la série de conjonctions qui va produire dans les années 80. Ce qui veut dire que les années 70 sera plus calme. Donc là, il change complètement de stratégie. Il fait une prévision pour les années 70 de détente et
une prévision beaucoup plus grave pour les années 80. Alors, comme on l'a dit, n'est-ce pas, 1989 est un beau, est un lot de consommation parce que, tout simplement, eh ben, il n'y a pas eu de guerre mondiale dans les années 80. Et moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque je me suis occupé d'un très grand nombre de congrès, et qu'on s'est réunis en 78 notamment au FIAP, sur le thème de la Grande Conjonction. On peut retrouver d'ailleurs les papiers dans la revue L'Autre Monde. Donc là aussi, il entraîne il a quand même l'ascendant, il entraîne les astrologues derrière lui, dans ce sens. Alors, pour conclure, que dire? Que Barbault était disposé, parce que finalement les conjonctions Saturne-Neptune, c'était plutôt un héritage de son frère Armand Rubénius. En 67, là, Barbault, bon, il en a un petit peu assez de ce qu'il a appris, et donc il passe à autre chose. Il se réfère d'ailleurs non plus à Rubénius, mais à Gouchon cette fois-ci. Gouchon qui avait déjà engagé cette idée de rassembler toutes les planètes comme ça et de montrer qu'elles correspondaient à des... Quand elles sont rassemblées comme ça, elles correspondaient à des moments très difficiles et très mondiaux. Même si on ne pouvait pas reporter cela tellement sur les siècles précédents. Bon. Alors, le concept de guerre mondiale est un concept particulièrement frappant, mais qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de manifestations à travers l'histoire. Moi, il me semble que il est question non ni de devoir localiser les événements, ni de devoir les mondialiser. Et Barbault est passé un peu terrible dans Scylla. C'est-à-dire qu'il a abandonné, il a mis entre parenthèses la localisation, trop spécifique, et il s'est dit, après tout, pourquoi n'y aurait-il pas d'événements à l'échelle mondiale, comme il y en a eu deux fois au XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. Pour ma part, je pense que c'est pas ainsi qu'il faut travailler. Ce qu'il faut, c'est constater que, à un moment donné, des stimulations comparables, des réactions comparables peuvent se produire dans différents pays, mais sans que ça déclenche une guerre mondiale. Il va y avoir une crise mondiale, si on peut dire, mais une crise mondiale que chacun va vivre dans son territoire. C'est là qu'il y a une sorte de confusion sur le terme. D'ailleurs, le mot crise mondiale avait déjà été employé par Barbault. Mais ça, c'était avant qu'il développe sa théorie sur le 66. Donc c'est juste après. Bon. Donc le terme crise mondiale, bon. Et puis alors aussi, enfin, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a bien eu une crise mondiale, mais c'était celle de 62. Sur lequel Barbault n'insiste pas beaucoup, la fameuse crise de Cuba, qui est considérée avec le recul comme, au niveau mondial, peut-être la crise la plus grave qui ait connue l'humanité depuis 1944. Là aussi, on pourrait se poser des questions.